C'était un après-midi, un bel après-midi d'été, nous étions dehors, et il y a un garçon qui arrive et qui dit « Oh, les Allemands sont à Irny !» Alors les garçons qui étaient là, ils ont pris leur vélo, sont allés voir, ils sont revenus en disant « Les Allemands arrivent !» Alors nous sommes rentrés dans une pièce qui donnait sur la rue, on a fermé les volets, et à travers les persiennes, on voyait. Alors on a vu les Allemands qui arrivaient, qui montaient la côte, là, en chantant. Et puis il y avait une dame qui était avec nous. Oh, sale poche, ce qu'elle faisait. Voilà, ça c'est l'arrivée pour nous, des Allemands. Et puis le soir, il y avait des prières, tous les soirs au moment-là, à l'église, le soir. Alors nous étions en prière, d'un seul coup, les orgues, à grands coups. Les Allemands étaient montés aux orgues et ils faisaient marcher les orgues à grands coups. Et monsieur le curé est parti, nous sommes sortis de l'église. Et voilà l'entrée des Allemands à Rémy. Nous sommes restés au village. Une fois qu'ils sont arrivés au village, bien sûr, ils ont évacué les gens. La moitié du village est partie. Ils gardaient les employés au chemin de fer. Ceux-là, ils les gardaient. Alors nous sommes restés parce que papa était au chemin de fer. Mais il fallait voir, ils allaient dans les maisons. Il fallait que les gens préparent leurs valises. Et puis hop, un rendez-vous sur la place. Actuellement, c'est place du 11 novembre. Il y avait les bus là. Et puis c'était triste. Moi j'y étais. Mais les gens pleuraient, les gens... J'espère qu'on ne reverra plus ça, parce que vraiment, sortir des maisons, partir comme ça. Je faisais donc partie, moi, de la partie française qui a été expulsée et non pas évacuée. Pour l'expulsion, il y a eu 66 trains qui sont partis en l'espace de 10 jours. Je faisais partie du 53e train. Nous étions 1000 dans ce train. Et tous les trains sont passés par Mâcon. C'était la première ville non occupée. Jusqu'à Mâcon, dans le train, on était gardé par des soldats allemands en armes. À Mâcon, avant d'arriver à Mâcon, le train ralentit et les Allemands ont sauté en bas. Et en arrivant à Mâcon, l'armée française nous a présenté les armes. Et nous avons essayé de sortir les drapeaux par les fenêtres. Nous sommes donc descendus sur Lyon. Et dès qu'on arrivait dans une gare, on essayait d'aller chercher de l'eau pour se laver ou pour boire. Et une anecdote, par exemple, un agriculteur de Lucie va au robinet avec un thermos pour prendre de l'eau. Manque de chance, le thermos tombe par terre. Il est cassé. Sa femme crie « Rapporte les morceaux ». Mais non, il est cassé. Rapporte les morceaux. Il ne se rappelait plus qu'ils avaient caché l'argent dans le thermos. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, on est descendu donc jusque sur la côte et on est parti sur Narbonne et après sur Toulouse, sans savoir toujours où on allait. Arrivé en passant à Lourdes, mon père nous a dit « Regardez la grotte de Lourdes ». Alors je lui ai dit « Eh bien, tu sais, on a de la chance de faire un voyage pareil sans payer un centime ». Alors, ça ne lui a pas trop plu, il m'a giflé.
Déjà, il fallait se faire attention à tout ce qu'on disait, à tout ce qu'on faisait. On était obligés d'aller, il y avait des cours d'allemand avec un institut allemand. On était obligés, les jeunes, d'aller aux cours d'allemand de soir. Et puis, il fallait faire à Hitler en rentrant dans la salle. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Ils m'ont fait sortir, rentrer. J'ai jamais fait à Hitler. Et puis il m'a rien dit, c'est passé comme ça. Je lui dis, on a eu de la chance. Et puis voilà. Il fallait subir. Hein. On avait que ça à faire. Hein. Il fallait faire attention à tout, à tout. On était obligé de parler allemand, c'est sûr que. Alors, bien sûr, le boulanger, c'était un Allemand pour demander notre pain. Il fallait dire en allemand. Mais moi, justement, comme je me dis, on aurait dû profiter pour apprendre l'allemand. Oui. Et moi, c'était le contraire, on ne voulait rien savoir. Oui, vous étiez alors, on ne parlait position. pas allemand. Et c'est vrai qu'on aurait dû en profiter. Mais à l'époque-là, on était fanatisés, hein, on était français, pur français et rien d'autre. Hein. Alors on faisait tout ce qu'on pouvait pour leur résister. Moi j'avais des insignes derrière les revers qu'on cachait, quoi. Les petites insignes bleu, blanc, rouge, la tête de Jeanne d'Arc, j'avais enfin tout ce qui était français. Mais c'était peut-être bête, mais enfin c'était comme ça. Et c'était comme ça que... C'était dangereux parce que... Ah oui, c'était dangereux. Ah oui. Ah oui, je sais. Et puis j'avais fait un pull, des rayes bleu, blanc, rouge, bien bleu, et je le mettais. Quand si je trouvais un tissu avec des petits trucs, j'en avais trouvé, bleu, blanc, rouge, j'achetais ça. Et je me faisais un chemisier bleu, blanc, rouge. Je larguais, quoi, un peu. Ah oui, puis encore, quand ils sont rentrés, il y avait la Hitlerjugend, ça voulait dire les jeunes hitlériens. Ils voulaient qu'on s'enrôle là-dedans. Mon frère et moi, on n'a jamais été, on a eu des lettres, je les ai encore. Ah ouais? Oui, de rappel, hein, ouais. comme quoi on devait insister. On n'y a jamais été, on n'a pas été embêtés, c'est resté comme ça. On n'a jamais plié le dos devant eux, jamais. Oh, ben, moi j'ai eu ma marraine, ils ont été pris à écouter la radio Londres, ils ont été enfermés à Queuleux. Son mari est décédé à Queuleux, dans la prison, et ma marraine n'avait pas eu le droit d'assister à l'enterrement. Et ils étaient fleuristes à Metz, ils avaient un beau magasin de fleurs à Metz. Ouais. Et vous n'aviez pas le droit d'écouter la radio parce qu'ils donnaient des on n'avait pas le droit d'écouter Radio Londres, hein. C'était l'ennemi des Allemands, on n'avait pas le droit d'écouter les Français. C'était les Français parlent au français. Regardez pas, hein, les Allemands, vous savez, hein, ils en ont fait du mal et tout, hein. Mais bon, je dirais comme celui-là, hein, on ne parlait pas beaucoup. On pesait nos paroles parce que la Gestapo, c'était... Il y en a un qui est venu chez ma mère, chez mes parents, quoi. Il y avait des flics dans le village. Malgré que c'était un petit village, c'était à Wameau, près de Rémilly, là. Mais il a dit à ma mère, vous allez faire vivre à Hitler. Ah non, qu'elle dit. Moi, je fais à Hitler si vous faites vivre de Gaulle. C'est-à-dire que pendant l'occupation, à un certain moment, quand ils se sont sentis qu'ils perdaient la guerre, quoi, c'est en dernier, en 1943, alors là, ils ont mobilisé les Lorrains. Il a passé la frontière à Villemont, je vous dis bien. C'était une dame qui l'a pris. Elle lui a donné une corde de vache dans la main.
Et elle dit, si on voit quelqu'un, ben, tu diras qu'on cherche une vache, qu'on cherchait une vache rouge. Et il n'y avait pas de baie de vache rouge comme ça. Bon, puis ils ont vu personne, ça a très bien été, mais voilà. Et elle a passé la fois. Elle a été travailler à Nomny, Après, elle a été un peu plus loin, chez un cultivateur qui l'a récupéré. Enfin, c'était toute une chose. Vous savez, une fois qu'arrivé passer la frontière, nous, on n'a plus de... Mon frère, il l'écrivait, mais on ne se voyait pas, quoi. Et puis voilà, on tendait le dos tous les jours. Alors j'ai parti le 23 octobre, je n'aurais pas parti, je voulais me sauver, je devais partir à Montigny, mon père devait me charger dans une loco pour Nancy. Malheureusement, à Rémilly, il y avait des gendarmes, et les gendarmes ont eu l'ordre de me surveiller si je partais. Alors, il y a une chose qui a été lancée, vous ne partez pas soldat, vos parents s'en vont en Ukraine. Il est chargé de les emmener en Ukraine. Alors j'ai dit à mes parents, restez tranquilles, je m'en vais soldat, je me démerderai, ce n'est pas la peine que vous soyez dans la misère et moi dans la misère. Tu vois? Alors ça a été comme ça, j'ai parti. Bon, je suis parti. Très bien, je suis monté à Metz, à l'hôtel des Mines. On nous a donné le ravitaillement pour partir. Un demi-camis comme ça, un morceau de saucisse de 20 grammes, 10 grammes le beurre, et en voiture. On nous a chargés au Sablon, directement au quai de marchandises. Bon, donc nous voilà partir. On est monté dans les wagons, les gens étaient alentour de nous, qui nous gardaient. Les gendarmes les repoussaient. Bon, ça a été. On est monté en wagon. Arrivé à Pelt, on a été 1 heure. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait. 1 heure en panne. Bon, ça a été dépanné. Nous avons roulé toute la nuit. Toute la nuit pour arriver à Varsovie. Arrivé à Varsovie, on a resté 1 nuit en wagon et on a été rechargé pour aller dans les camps apprendre à manier le fusil. Là, nous avons été 3 mois en essai. C'est là que vous êtes retrouvé aussi, j'imagine, en compagnie de jeunes soldats d'origine allemande. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, je suis allé en Westphalie, 3 mois, en stage de formation. Et est-ce qu'on faisait une... Ils appelaient ça l'Arbeitsdienst, les Allemands. Si, Alsaciens. Alsaciens, il y avait une différence. Hein. Ah oui, les Alsaciens, c'est-à-dire que les Alsaciens savaient l'allemand. Ah oui. Alors, déjà, ils étaient sauvés du côté-là. Hein. Et nous, on arrivait là, on ne savait pas l'allemand. Alors, il a fallu apprendre un petit peu, quoi, pour se dépêcher, quoi, se démerder. Et là, je suis parti au front. Après les 3 mois d'essai, alors, ils m'ont fiché au front. Bon, j'ai été 3 jours au front, et puis le 3e jour, j'ai été blessé. J'ai eu une balle à l'épaule, traversé le poumon. 8 jours, le sang coulait. Les sages-femmes changeaient tout le temps le lit, les infirmières. Enfin, ça a été, ils m'ont piqué, et à force de faire, le sang a bloqué. Ça a été. Il n'y avait plus de militaires. Tout le monde était sauvé, la guerre. Les Russes se tiraient, hein, ils avançaient. Alors, ils nous ont mis sur les bateaux, 13 d'un côté, 13 de l'autre, puis ils nous ont ramenés sur une île, l'île de Liban, là-bas en haut. Alors là, j'ai été déchargé par des soldats français. Il y avait une vingtaine de soldats français, prisonniers, hein, qui étaient là pour décharger les blessés. Et ils nous ont emmenés directement à la radio pour voir s'il n'y avait pas d'éclat de rester. Non, il n'y avait rien. J'ai resté 8 jours. 8 jours sur l'île,
et ils m'ont rechargé en beau bateau. Ah, j'avais un beau bateau. Et ils m'ont rechargé pour la Pologne. J'ai redescendu en Pologne au bord de l'eau de nouveau. Et là, je suis resté 2 mois. 2 mois passés, j'avais 2 mois de convalescence. Ah ben, je dis ça, c'est bien, il m'amène le papier. Je sais, vous partez demain. Bon, je suis parti. Je suis allé au bureau, nouveau. Ah, monsieur Isler, vous ne pouvez pas partir. Ah, je dis pourquoi? Les Américains sont à Metz. Je t'ai cru. Il a fallu que je reparte dans la compagnie de nouveau à l'attaque. Le 6 juin 1944, nous sommes montés à la côte en haut d'Ancerville. Il y avait le pont d'Ancerville qui allait exploser de la rivière. Et nous étions tout le village monté en haut de la côte et voir le pont d'Ancerville qui s'est soulevé d'une de ses hauteurs. Et au dernier beau moment, ça a fait un gros pouf et les cailloux, tout a été répandu jusqu'en haut de la côte. Et on a dit, le pont est sauté, les Allemands ne passeront pas. Mais on a vu le pont, vous voyez, monter à une certaine hauteur, un bloc de béton qui montait, parce que c'était un gros pont qu'on avait en service, c'était un beau pont. Et ça se soulevait. Tout le monde disait, regardez-le, il se soulève. On a redescendu de notre côte et on a été voir le plus près du pont. Moi j'étais plus petite, alors ma mère ne voulait déjà pas trop. Mais les plus grands, voir comment ça s'était fait, de voir un truc, c'était impressionnant. Mais à l'époque-là, on n'avait pas d'appareil de photo, on ne photographiait rien. Parce que ça aurait été beau à voir, ça serait aujourd'hui, je serais là que je dis attention, parce que ça faisait peur. Nous, étant jeunes, vous savez, ça nous a émotionnés parce que on pleurait même un peu sans savoir pourquoi. Déjà, on nous avait dit les Allemands venaient, c'est les Allemands qui arrivaient. Et ma maman nous avait dit, mais les Allemands, c'est des gens comme nous. Mais nous, étant gosses, on croyait que c'était des allaient nous égouiller tous. Alors après, on a tous attendu là. Puis le lendemain, on n'a jamais vu un Allemand qui est venu. Il n'y a personne qui est venu. Les soldats n'ont pas passé. Ils ont parti tout droit. Où les ponts avaient été sautés, ils n'ont pas passé sur Ancerville. Rémilly a été libéré par les Américains. On dormait dans les caves. Hein. On dormait dans les caves. On était obligés pour être protégés. Parce que ça, on entendait au-dessus de nous, les avions. Et puis, donc, quand on a été libéré, quand on a entendu que alors, on est monté dans les caves, on est sorti. Oh, on était contents, on était tout heureux. Et puis, il y avait un Américain, il était là en joue, le long avec son fusil le long du mur, qui longeait le long du mur. Et moi, j'étais près de lui, puis il s'est retourné sur moi. Vous, Boche! Il croyait qu'ils étaient en Allemagne. J'ai dit non, pas Boche, nous Français. Et puis, après, les autres Américains sont arrivés. On n'a plus eu le droit de descendre dans les caves. Ils nous ont pu laisser redescendre dans les caves. Alors on était comme ça, comme on était, en pantoufles, comme on était. On n'avait rien sur le dos. Et puis, ils nous ont évacué tout le village comme ça. Les gens qui étaient sortis, ils ne les laissaient plus rentrer. Ils nous ont emmenés à Béchy.
Et puis avant Béchir, en haut de la côte, après le bois, il y avait un grand trou de bombe. On a dû se mettre là tous en rang dans le trou de bombe pour passer la nuit. Et puis au bout d'un moment, ils nous ont fait ressortir de ce trou et ils nous ont emmenés jusque dans le village de Béchy où nous avons passé la nuit à même le sol. Il y en a qui étaient dans le foin, il y en a dans les granges. On a passé. Alors le lendemain, j'étais malade, j'avais un rhume carabiné. Et puis le lendemain, on a bu une boisson chaude. Le maire, la femme du maire nous avait fait une petite boisson chaude et on est revenu sur Rémilly. Alors à Rémilly, arrivé là, qu'est-ce qu'on voit dans la rue du Mancé, les maisons qui brûlaient. Et puis ma tante avait aussi une grosse maison qui commençait un tout petit peu. Alors papa, il est monté sur le foin, dans le grenier, et nous deux, ma cousine, avec les seaux d'eau, on passait les seaux d'eau, et puis il arrosait la poutre qui commençait à brûler, et la maison n'a pas brûlé. Elle a été sauvée. Mais toutes les premières maisons ont été brûlées. Hein. Et puis après, on a appris que l'église, elle était brûlée parce qu'on nous a dit, on croyait qu'il y avait des Allemands dans le clocher, alors ils ont envoyé des trucs incendiaires. Quand on nous a annoncé la fin de la guerre. Ouais. Ah ben là aussi. Alors, juste un peu avant. Ah ben oui, là aussi, alors quand il y a eu les bombardements aux ateliers de Montigny, ils ont bombardé les lignes de chemin de fer, on ne pouvait plus. Le soir, on est rentré avec sur des camions, parce qu'on ne pouvait plus rentrer, tout était bombardé, les lignes, et on ne pouvait plus aller travailler. Donc j'étais à la maison. Et alors on entendait, comme la voie de chemin de fer élongeait la maison où on habitait rue de Lorraine. Et on entendait crépiter les fusils mitrailleurs. Ils partaient sur Metz. Et puis alors, donc, nous, de Rémilly, sur Metz, c'était rouge. Mais alors, c'était tout rouge sur Metz. Ils étaient sûrement en hauteur, hein, pour voir ça de Rémilly. C'était comme un embrasement. C'était dû au bombardement, aux incendies? Ah oui, bombardement, tout ça, tout ce qui se passait. Ils étaient en train de libérer Metz. Hein. Et nous avons été libérés avant Metz, Rémi, le 11 novembre. Ouais. C'était pas le jour de la Saint-Martin? Oui, si. Ouais, Saint-Martin, c'est le patron de Rémilly. Et la libération s'est faite un 11 novembre, ouais. Le jour de la première libération, de 14-18. Oui. Et là aussi. Et là aussi. Ouais. Mais alors, Metz rouge, je le vois comme si c'était hier. Hein. Ah, mon Dieu, c'était tout rouge sur Metz. Du feu, quoi, les bombes. Oh, c'était terrible. Hein. Quand on entendait les avions au-dessus de nous, on était contents, on dit, voilà les Alliés, on va être bientôt libérés. On était heureux quand on les entendait, hein, mais... Les Américains sont à Metz. Je t'écoute. Il a fallu que je parte dans la compagnie de nouveau à l'attaque. Ils me disent, écoutez, monsieur Isner, vous repartez au front. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je repartais attaquer les Russes. Et je venais d'y revenir, il n'y avait pas longtemps. Mais la guerre se touchait au moment-là. Les Russes avançaient. Alors il fallait tenir bon pour qu'ils ne rentrent pas en Allemagne. Alors j'ai reparti au front. Et puis 3 semaines après, 4 semaines après,
le lieutenant nous appelle. Monsieur Isler, vous partez de chez nous. Ah bon? Oui, vous allez en Bavière, au front américain. Bon, on a remis le sac en ordre, tout, prêt, et nous voilà partis. On est descendu à München en Allemagne. Alors on a été là, on est arrivé là. 3 jours après, à peu près, on nous dit l'Allemagne va mal. L'Allemagne va mal, ça va être fini. La guerre va être finie. Le lendemain, ils nous font appeler dehors, la compagnie nous fait appeler dehors. Elle nous dit, Monsieur Isler, préparez-vous, vous allez enterrer votre fusil. Bon, on ne savait rien, nous. Il y avait un trou qui était fait de 2 mètres de profondeur et on devait passer un derrière l'autre pour jeter son fusil, ses grenades, tout ce qu'on avait dans l'outillage. Bon, il faut en acheter le sabre, le fusil, toutes les munitions. Et quand ça a été fini, il a retenu un discours. Il dit, messieurs, vous quittez l'Allemagne, l'Allemagne est capitulée, elle est finie. Si vous voulez repartir chez vous, il n'y a que dans le nord, il y a un coin dans le nord que vous pourrez vérifier, vous pourrez passer, les Américains n'y sont pas. Bon, on était 3 Lorrains ensemble, on a dit, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de nous faire prisonniers. Bon, alors, on a acheté tout l'essentiel, les couteaux, tout. Il ne fallait pas venir avec eux contre des couteaux, tout. Bon, on a acheté notre couteau, on a tenu notre ravitaillement. Là, on avait des sardines, du pâté, on a tenu tout ça en secret, là, dans le sac. Et puis on a mis le sac au dos et nous voilà partis. On a longé la route, 3 km, 4 km environ. Tout d'un coup, des Noirs qui arrivent, des Américains. Pour les bras. Enfin, on a levé les bras. Ils nous ont fouillés. Ah non, on n'a rien. Comme ça qu'ils m'ont dit. Bon. Après ça, ils ont vérifié notre culotte s'il n'y avait rien. Après ça, ils nous disent mine. Si on avait miné la route, si on avait miné des mines sous la route, non. Attention qu'il dit, hein, l'Américain. Et puis, ils nous font salut, et puis ils nous font ça. Partez. Nous voilà partis. On ne savait pas où. On suivait la route. Au bout de 4-5 km qu'on avait fait à pied, un gros camion arrivé. Un gros GMC, les gros GMC américains. 150 personnes dedans. Debout. Ils nous ont attrapés. Ils ont ouvert le volet derrière. On a fermé le camion. Et voilà, parti. Il nous a ramenés à München. 25 000 personnes, hein, enfermées. Polonais, Hongrois, Tchèques, toutes les nations. Tout le monde était dans le même tas. Tout le monde était enfermé. Bon, très bien été. Le soir, il faut aller au ravitaillement. Alors on partait avec une boîte de petits pois. Tu vois, les boîtes de petits pois en fer. Alors on partait avec ça près de la chaudière. Alors ils nous vidaient du jus et des rutabagas. Alors bon, on partait au camp. Arrivé là, tout le monde disait, mais on n'a pas beaucoup à manger. Et qu'est-ce que tu voulais faire? Rien du tout. Alors le lendemain, on nous redonnait un camis pour 3. Ça faisait une tranche comme ça, chacun.
Et il fallait aller jusqu'au lendemain à midi. Le lendemain matin, il n'y avait pas de café. Il y avait le café, mais pas à manger. Voilà. Il fallait partir jusqu'à midi. Enfin bon, on partait. On n'avait pas le choix. On a été pris prisonniers. On n'avait pas à manger. Je suis rentré le 23 juin de Chalon-sur-Saône. J'ai été démobilisé. C'est-à-dire qu'ils ont trié les Français. Ils ont trié toutes les nations. Les Polonais, les Tchèques, tout. Les Polonais, Italiens, tout le monde a été trié. Tout le monde est parti dans un parc à part. Et quand le parc a été fini, que tout était réglé, le train est arrivé et nous a chargés. On a parti à Chalon-sur-Saône pour être démobilisés. Oui, mais ça ne va pas tout seul comme ça. Hein. Il a fallu faire les démarches à la commune. Comment j'étais parti si je n'étais pas parti volontaire chez les Allemands? C'est à Paris. La facture a parti à Paris. Il a fallu attendre qu'elle revienne à Chalon-sur-Saône pour que je sois démobilisé. Ah oui, ça va pas en vitesse. Hein. Non, non. Ah bon. Je suis revenu, j'étais déjà fichu. Hein. Rien que de faire le chemin, j'en pouvais plus. J'ai resté 3 jours couché. Ma mère... Ma mère était contente. Elle avait tué un lapin pour me faire plaisir. Bon, j'aime bien le lapin, la sauce. J'en ai tellement mangé, pas des masses, parce que je n'avais plus d'estomac. Hein. J'avais plus qu'un petit peu d'estomac. On mangeait plus. On mangeait plus beaucoup. Si vous aviez un message à faire passer, papy, ça serait quel message aux jeunes d'aujourd'hui? Ah, qui ne tâche pas de tomber comme j'ai tombé. Hein. Parce que vraiment, faut pas aller là-bas. Hein. Quand on vous dira d'aller en Russie, allez-y, vous promenez. mais pas dans les bagarres. Hein. Parce que c'est des abricots. Hein. On revient. Ah ben oui, je ne vous souhaite pas de voir ça. Surtout pas, j'espère que ça ne se reproduira plus. Je ne vous le souhaite pas. Hein. Donc j'espère qu'on restera en paix. Maintenant, on est bien avec les Allemands, c'est un bien. Il vaut mieux. Parce qu'à l'époque-là, ils n'étaient pas tous pour Hitler, hein. Il y avait des bons Allemands. Hitler, c'était un fou. Et il a su avec les drapeaux, avec les chants, tout ça, il a su fanatiser les jeunes. Hein. Et puis il a donné du travail. Et c'est ça aussi.